Merci. Alors, qui est scénariste dans cette salle? Parce qu'il y a au moins le deuxième rang qui ne répond pas à cette... D'accord. Bon, c'est parce que j'ai le nez sur les gens qui n'ont rien à faire là. J'ai une deuxième question. Qui dans cette salle a vu le film Le jour d'après? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un truc hollywoodien, fin du monde, dans lequel le Gulf Stream s'arrête, enfin exactement la dérive nord-atlantique s'arrête en une semaine, provoquant une glaciation de l'ensemble de l'hémisphère nord. Dans les trucs qui sont assez rigolos, il y a les Américains qui cherchent refuge au Mexique, et les Mexicains qui font construire un mur pour empêcher les Américains de venir chez eux. Et alors, il se trouve que j'avais assisté à l'avant-première de ce film et on m'avait demandé de faire un petit laïus sur le film sans avoir vu le film. Donc, du coup, j'ai fait un laïus sur le changement climatique en disant que j'avais rien à dire sur le film puisque je ne l'avais pas vu. C'est un film qui était totalement invraisemblable en ce qui concerne son fondement scientifique. Il était totalement invraisemblable parce que dans les choses qui n'arriveront pas dans le cadre du changement climatique, il y a bien une glaciation totale de l'hémisphère nord en une semaine ou un arrêt total du Gulf Stream en une semaine. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on fait des fictions qui incluent quelque chose qui est en train de se passer pour de vrai dans le monde, vous avez une barrière à l'entrée, une première barrière à l'entrée à passer, qui sont les spécialistes du sujet, qui vont être les premiers à réfuter le film et à vous dire ce truc-là tient debout ou il tient pas debout. Et il y a un petit enjeu pour vous, parce que si les spécialistes du sujet disent la partie scientifique tient pas debout, vous perdez tout de suite une partie de la force de frappe de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à vouloir utiliser la fiction pour convaincre, en fait, le truc se retourne contre vous. On explique que ça peut sûrement pas se passer comme dans le film. Et là, en l'occurrence, il y avait un premier truc où ça pouvait pas se passer comme dans le film. Et le deuxième truc qui pouvait pas se passer comme dans le film, c'est qu'il y avait une belle violation de la thermodynamique. Tous ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ont gonflé une roue de vélo savent que quand vous compressez de l'air, ça s'échauffe. Vous savez, quand vous actionnez la pompe un certain nombre de fois, ça finit par être chaud. Et là, dans le film, il y a de l'air qui descend de la haute atmosphère vers le sol, donc il se compresse, et il se refroidit. Du reste, ça sert à glacer un hélicoptère en plein vol. Voilà. Donc ce genre d'invraisemblance, vous avez pensé que c'est des points de détail. En fait, c'est des trucs sur lesquels vont s'accrocher les gens qui connaissent bien le sujet, et une fois que les journalistes leur tendront un micro, ils auront tendance à dire ça et ça, c'est pas vraisemblable, ou en tout cas, ils auront un sentiment qui est que c'est pas vraisemblable, et du coup, ça va desservir la portée éventuellement pédagogique s'il y a des gens un peu engagés qui cherchent à faire quelque chose précisément pour alerter. Alors, ce que je vais faire ce soir, c'est de vous présenter un truc. Alors, c'est très classique, donc je suis désolé pour les gens qui regarderont la version filmée parce qu'ils vont rien apprendre de neuf, mais c'est quelque chose qui va vous montrer à quel point le monde dans lequel on vit est un système dans son ensemble. Et en fait, si vous vous projetez dans l'avenir pour parler du réchauffement climatique, vous êtes obligé de déformer toutes les composantes du système en même temps et pas juste le climat. Et là, je vais vous parler de plein d'autres composantes qui font partie du monde moderne, qui vont se déformer en même temps que le climat, parce que ces composantes nous ont été amenées par l'abondance énergétique. Et aujourd'hui, ça vous paraît des évidences, mais moi, je vais vous dire un truc, par exemple, dans un monde sobre en énergie, je ne suis pas du tout sûr qu'on aura la même fraction de population urbaine qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que si vous vous projetez, vous, dans un monde futur dans lequel le mode de vie a beaucoup changé parce qu'on est devenu plus sobre énergétiquement, si vous continuez à mettre des employés de bureau partout, moi je vous dirais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Pour moi, c'est pas cohérent. Donc ce que je vais vous raconter ce soir, c'est ce que l'énergie a fait dans le monde moderne. Et pour reprendre une expression que j'ai entendue une fois, le pétrole n'est pas une énergie du XXe siècle, le pétrole est l'énergie et le XXe siècle, en fait. S'il n'y avait pas eu le pétrole, vous ne seriez pas dans cette salle et moi non plus. Vous feriez autre chose que scénariste et moi je ferais autre chose que consultant. Voilà, donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, à mes heures perdues, il m'arrive d'être scénariste. Vous voyez, j'ai travaillé avec un homme dans le domaine de la BD. Et donc, alors en fait, c'est pas du tout une fiction ce truc-là. Et du reste, il va peut-être y avoir une adaptation audiovisuelle qui, elle, va peut-être être une fiction, on verra. Pour celles et ceux qui ne seront pas dégoûtés à l'issue de cette présentation, il y a sur mon site une page qui reprend des liens vers l'ensemble des cours que j'ai donnés à Mines ParisTech. Alors, c'est des cours qui sont accessibles à tout le monde. Hein, vous pouvez écouter ça même à la limite sans regarder l'image. Et vous avez trois versions de ces cours-là. Ça détaille beaucoup. Et en particulier, il y a 2 modules assez détaillés sur le changement climatique. Donc, si vous avez un peu de temps et un peu envie, parce que je ne vais pas rentrer énormément dans les conséquences ce soir. Voilà un monde sans scénariste. Enfin, avec très peu de scénaristes. C'est par ailleurs un monde totalement renouvelable.
D'accord ? Là, je vous montre un monde totalement renouvelable. Vous voyez, ici, nous avons une embarcation en bois renouvelable poussée par un batelier renouvelable, un cheval. Il faudrait peut-être enlever la lumière qui est juste devant, là, parce que là, vous avez un cheval parfaitement renouvelable qui mange de l'herbe renouvelable. C'est les transports renouvelables de l'époque. Là, vous avez du bois, le chauffage renouvelable de l'époque. Là, vous avez du vent, une énergie renouvelable de l'époque. Là, vous avez une rivière actionnant un moulin à eau à Laval. C'est tout ça. Voilà. Donc, le monde renouvelable, je ne sais pas si c'est le monde vers lequel on se dirige. Donc, je ne sais pas vous dire si un jour, il y aura 8 milliards de Pékins vivant sur Terre dans un monde 100% renouvelable. Par contre, c'est à coup sûr le monde dont nous venons. Hein, c'est de façon absolument certaine le monde dont nous venons. Depuis l'apparition de l'espèce humaine jusqu'à il y a 2 siècles, nous avons vécu, enfin pas nous, nos ancêtres, ont vécu dans un monde qui était 100% renouvelable. Alors évidemment, ce n'était pas le même nombre d'individus, ce n'était pas la même espérance de vie à la naissance, ce n'était pas le même taux d'urbanisation, ce n'était pas les mêmes activités dans la journée. Et en fait, ce que vous allez voir maintenant, c'est que l'énergie abondante a déformé tout ça, toujours, hein, de façon extrêmement structurante. Voilà l'histoire énergétique du monde du dernier siècle et demi. Donc ici, vous avez la quantité totale d'énergie. C'est gradué dans une unité... Tiens, est-ce que quelqu'un dans la salle, à part les gens du chiffre, savent ce que c'est que MTOE? Non, pas un seul. Alors ça veut dire Million Tons Oil Equivalent. Voilà. Pourquoi des tonnes équivalent pétrole? Parce qu'il se trouve que l'énergie libérée par le pétrole est en général le pétrole est l'énergie la plus utilisée dans le monde aujourd'hui. Et donc la tonne de pétrole est une unité très couramment maniée par les énergéticiens. Et histoire de simplifier la vie, ils ont ramené toutes les autres énergies au même contenu énergétique que le pétrole. Dit autrement, une tonne équivalent pétrole de charbon, c'est la quantité de charbon qui, en brûlant, libère la même quantité d'énergie qu'une tonne de pétrole. Donc ils ont utilisé des tonnes équivalent pétrole pour tout, le charbon, le gaz, l'hydroélectricité, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est des millions. Donc ça veut dire 2 milliards, 2000, etc. Et ça, c'est la quantité totale d'énergie mobilisée par l'espèce humaine depuis un siècle et demi. Alors vous voyez, il y a un siècle et demi, on mobilisait essentiellement de la biomasse. Je suis désolé, c'est en anglais, hein, mais bon, parce que je suis un feignant, j'utilise de temps en temps les mêmes planches pour des publics anglophones et publics francophones. Donc vous voyez, il y a un siècle et demi, on utilisait essentiellement l'énergie de la biomasse. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie fossile. Alors par-dessus, il faudrait aussi compter en toute bonne rigueur l'énergie du vent, parce qu'il y avait déjà de la marine à voile à cette époque-là. Il y avait des moulins à vent. Il faudrait compter l'énergie de l'eau, parce qu'il y avait des moulins à eau absolument partout. Il faudrait compter la chaleur du soleil qui faisait chauffer, enfin qui faisait sécher les récoltes. Mais bon, on ne compte pas ça, donc juste la biomasse. Et puis vous voyez qu'en un siècle et demi, on a mobilisé une quantité très fortement croissante d'énergie et que toutes les énergies qu'on a utilisées dans le monde se sont empilées les unes sur les autres. Donc déjà, retenez un truc, c'est qu'à l'échelle macroscopique et sur un siècle et demi, il n'y a jamais eu de transition énergétique au sens où on a abandonné une énergie pour une autre énergie. On les a toutes empilées les unes sur les autres. On a empilé le charbon sur le bois, on a empilé le pétrole sur le charbon, on a empilé le gaz sur le pétrole, etc. On a empilé le nucléaire sur toutes les énergies fossiles et on a empilé les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez tout en haut en rose là, sur tout le reste. Alors, retenez quelque chose qui est important pour votre métier de scénariste, c'est que si vous voulez traiter de ce genre de sujet, il faut sortir de la lecture du journal, car il n'y a strictement aucun rapport entre la pagination dans le journal et l'importance réelle de quelque chose dans le monde. Ce n'est pas vrai que pour l'énergie, c'est vrai pour n'importe quel sujet. Donc je suis désolé de vous le dire, parce que peut-être avez-vous des amis qui ont fait les mêmes études que vous et qui actuellement travaillent dans la presse, donc ne leur dites pas ça au dîner en ville, sinon vous allez vous faire taper dessus. Mais j'insiste quand même, il n'y a pas le moindre lien entre la pagination dans le journal et l'importance réelle d'un processus dans le monde. Par exemple, c'est important de respirer, sinon vous mourrez, on ne vous en parle pas tous les jours dans le journal. Donc faites très attention à ça. Donc si vous voulez être sérieux sur la question énergétique, climatique ou d'une manière générale sur toute question qui a un fondement technique un peu important, ne vous contentez pas de la lecture du journal. Vous êtes sûr de raconter des bêtises. On parle beaucoup des nouvelles énergies renouvelables dans le journal. La réalité, c'est que l'essentiel de l'énergie qu'on utilise est fossile. Ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz, faisait 80% de l'approvisionnement énergétique mondial en 1974, s'il y a des Belges dans la salle, et ça fait toujours 80% aujourd'hui. D'accord ? Donc ça fait... Non, 50 ans, pardon. En fait, ça fait même 60 ans que ça n'a pas varié. Alors là, je suis désolé, je vais vous faire très très mal à la tête. Je suis vraiment désolé, je vais vous faire très très mal à la tête. L'énergie, quand on en parle, avant d'être un sujet de pouvoir d'achat, avant d'être un sujet de Marocains, avant d'être un sujet de je sais pas quoi, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper quand vous en parlez, c'est que c'est une grandeur physique qui décrit, ou plus exactement qui quantifie, ce qui change dans le monde physique qui nous entoure. D'accord ? Donc l'énergie, c'est quelque chose qui sert à quantifier le changement, à compter le changement, dans le monde qui nous entoure.
on voit bien qu'elle intervient dès lors que vous avez quelque chose qui change. Donc, par exemple, quand vous changez une température dans le monde qui nous entoure, il y a de l'énergie qui intervient. C'est plus chaud, il y a de l'énergie, plus froid, etc. Quand vous changez une vitesse, quand un objet change de vitesse, il y a de l'énergie qui intervient. Quand vous avez une forme qui change, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez une composition chimique qui change, vous avez de l'énergie qui intervient, etc. Donc bref, à peu près tous les changements que nous pouvons provoquer ou que nous pouvons observer dans le monde qui nous entoure vont avec le fait que de l'énergie entre en jeu. Et voilà, celle-là, à partir du 1er juillet, nous intéresse beaucoup. Quand vous avez de l'interaction entre la matière et le rayonnement, vous avez également de l'énergie qui entre en jeu. Donc l'énergie, c'est par définition la marque de la transformation du monde. De là, utiliser de plus en plus d'énergie ou avoir un monde qui se transforme de plus en plus, c'est exactement pareil. Et donc, il y a une première expression qu'il faut se sortir de la tête, c'est énergie propre. Vous savez, être propre, c'est avoir laissé les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées en entrant, c'est-à-dire n'avoir touché à rien. Il se trouve que utiliser de l'énergie, c'est par définition avoir changé quelque chose. Vous comprenez bien que énergie propre, c'est un oxymore. Donc on peut mettre énergie propre dans un scénario si on veut. Ça n'existe pas. Une énergie propre, en fait, serait une énergie sans effet. Donc en fait, ça serait typiquement une énergie qui ne nous servirait à rien, puisque l'énergie a justement pour objet de changer quelque chose quand on s'en sert. Hein, donc l'énergie propre, ça n'existe pas. Comme l'énergie est une grandeur physique, il y a une loi qui s'appelle la loi anti-Harry Potter dans la physique, qui est la loi de conservation de l'énergie. Alors, l'énergie est soumise à un certain nombre de lois, et il y en a une en physique qui s'appelle la loi de conservation. Alors, elle peut s'appeler la loi anti-Harry Potter, elle peut s'appeler la loi Bonduel, parce que c'est la loi de la boîte de conserve, enfin bref, appelez-la comme vous voulez. C'est une loi qui dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. Donc typiquement, la baguette magique qui fait apparaître de l'énergie en provenance de rien, et ça c'est un truc qui est interdit par la loi de conservation, c'est un truc qui ne peut pas se passer. Donc Harry Potter, c'est un truc dont je peux vous dire que c'est physiquement impossible, voilà, à cause de l'existence de cette loi. C'est pas très grave, parce que dans Harry Potter, on ne se soucie pas de véracité scientifique. Mais dans un film qui parlerait d'énergie ou de climat, c'est important de garder ça en tête. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça veut dire qu'en ce qui concerne l'humanité, ça a une conséquence majeure, c'est que pour disposer d'énergie, on est obligé de la prendre là où il y en a déjà. Si on pouvait créer de l'énergie à partir de rien, on violerait cette loi. Et comme on ne peut pas violer cette loi, ça veut dire qu'utiliser de l'énergie, c'est fatalement la prendre là où elle existe déjà. C'est pour ça qu'on va chercher du pétrole, qu'on va chercher du gaz, qu'on va chercher du charbon, qu'on va chercher du bois, qu'on va chercher le vent qui souffle, etc. Parce que tout ça, c'est de l'énergie qui existe déjà. On ne peut pas la créer au sein de nos corps, au sein de l'humanité, au sein d'une machine coupée de l'extérieur, etc. Et faire ça, c'est Harry Potter. Ça, on ne peut pas. Donc on est obligé d'aller la chercher à l'extérieur. Et pour en faire quelque chose de cette énergie, on est obligé de la faire passer dans ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire quelque chose qui va absorber, prendre cette énergie venant de l'extérieur et en face nous donner autre chose. Alors historiquement, le premier convertisseur qu'on utilise, c'est nous. Nous, on rentre deux énergies en nous, à manger, truc qui intéresse particulièrement les hommes, et de la chaleur. D'accord ? Donc notre corps est capable d'exploiter deux choses. La chaleur, s'il y a plus de chaleur ambiante, on utilise moins d'énergie pour maintenir notre corps à 37 degrés, donc on est capable d'exploiter cette chaleur. Et une deuxième énergie, s'il y en a trop, par contre, il faut qu'on se refroidisse, là c'est pas bon. Et la deuxième chose qu'on est capable d'utiliser, c'est les aliments qu'on mange dans 1h30. Et cela, on va en faire de la chaleur, beaucoup, maintenir notre corps à 37 degrés, du mouvement, un peu, surtout si on est scénariste, on a juste la souris et le clavier, voilà, c'est pas beaucoup de mouvement. Consultant, c'est pareil. Et on va également en faire une capacité à réparer nos organes, dans une certaine mesure. On ne peut pas remplacer un poumon qu'on nous a retiré. Et puis avec le temps, les hommes et les femmes, qui sont des animaux un peu accumulatifs, se sont dit, ça serait quand même sympa si on pouvait avoir plus que ce que nous donne notre propre corps. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait domestiquer à notre profit d'autres convertisseurs disponibles dans la nature. Alors les autres convertisseurs qu'on pouvait domestiquer, c'est les animaux. Donc on s'est mis à domestiquer les vaches, les cochons, les poulets, etc. Ça dépendait de là où on était. Et dans un très bon livre que je vous recommande de Jared Diamond, qui s'appelle « De l'inégalité parmi les sociétés », en anglais « Guns, Germs and Steel », il explique extrêmement bien comment l'accès à l'agriculture et à l'élevage des différents groupes humains sur Terre a conditionné les rapports de puissance des milliers d'années après, parce que c'était en fait l'accès à une énergie extracorporelle plus à des tas d'autres trucs. Et puis le temps passe et on se rend compte qu'on est capable de domestiquer des convertisseurs qui sont non pas biologiques cette fois-ci, mais entre guillemets inanimés.
des moulins, des bateaux, etc. Donc des choses qui ne vivent pas, des choses qu'on fabrique nous, et qui sont capables d'exploiter les énergies renouvelables précisément. Donc c'est l'essor de toutes les énergies renouvelables, la marine à voile, les moulins à vent, etc. Et puis il y a 2 siècles, messieurs Watt et Papin et leurs petits copains découvrent qu'on peut exploiter encore d'autres convertisseurs qui sont des objets faits de métal, qui vont s'appeler des moteurs et des machines à vapeur, qui sont aujourd'hui encore les engins qui dominent de la tête et des épaules la machinerie mondiale, et qui vont utiliser des choses qui brûlent, en l'occurrence du charbon, du pétrole et du gaz, et c'est le début de l'ère industrielle. Ce qui veut dire qu'utiliser de plus en plus d'énergie, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire avoir de plus en plus d'esclaves mécaniques à sa disposition. C'est ça que ça veut dire. Utiliser de plus en plus d'énergie, ça veut dire avoir un parc de machines qui nous obéit au doigt et à l'œil, qui va sans cesse croissant. C'est ça que ça veut dire, utiliser de plus en plus d'énergie. C'est avoir des prothèses extracorporelles en nombre croissant. Une voiture, c'est une prothèse extracorporelle. Avec vos jambes et avec les miennes, on ne court pas à 110 km/h. Avec une voiture, si. L'avion, c'est une prothèse extracorporelle. Votre Magimix, c'est une prothèse extracorporelle. Le téléphone, c'est une prothèse extracorporelle, etc. Tout ça, c'est des prothèses extracorporelles qui vont augmenter nos capacités, augmenter notre possibilité d'agir sur l'environnement. Hein, c'est ça que ça va faire. Parce qu'un haut fourneau, ça fond plus facilement l'acier que vous. Pour comprendre à quel point ces machines sont surpuissantes par rapport à notre propre corps, on va comparer le service ou la puissance de ces machines à notre corps. Qui dans la salle est déjà monté sur la Tour Eiffel à pied? Qui est déjà monté sur la Tour Eiffel à pied 3 fois de suite dans la journée? Bon, alors du coup, je vous demande pas pour 13 fois. Bon. Imaginons que vous montiez 13 fois de suite sur la Tour Eiffel à pied dans la journée. Je vous autorise la descente en ascenseur pour aller plus vite, sinon vous n'arrivez pas à faire l'aller-retour dans la journée. La Tour Eiffel fait à peu près 300 mètres de haut. Pourquoi 13 fois 300? Parce que ça fait 4000 mètres de dénivelé. Et Maxime me regarde avec un air perplexe. E égale MGH. Donc si vous faites 4000 mètres de dénivelé dans la journée avec votre carcasse qui fait 90 kg, eh bien vous allez fournir une énergie de 1 kWh. Si vous faites cet exercice sur 10 heures, ce qui veut dire que je vous autorise 3/4 d'heure par ascension de la Tour Eiffel, ça ne pose pas de problème. Hein, ça fait 400 mètres de dénivelé positif à l'heure. Sur la journée, vous y arrivez très bien. Eh bien, ça veut dire que vos jambes auront fourni dans la journée une puissance moyenne de 100 watts. Donc vous utilisez vos jambes, bien entraînées, parce que 13 fois la Tour Eiffel dans la journée, ça commence, vous n'allez pas faire ça la première fois que vous essayez. Hein. Eh bien, ça veut dire que vos jambes sont capables de fournir une puissance d'à peu près 100 watts sur une journée de travail. Si j'avais pris le même genre de calcul avec les bras, même celui du baraquet là-bas qui est debout, eh bien, j'aurais obtenu à peu près 10 watts de puissance moyenne des bras sur une journée. C'est pour ça que les antipodistes ont plus de mal que les gens qui marchent sur leurs jambes. Alors maintenant, on va prendre un mixeur à soupe. Vous connaissez les mixeurs à soupe? Qui a jamais mixé de soupe dans la salle? Parce que quand je fais l'exercice avec des membres de Comex, il y en a toujours une main sur 2 qui se lève. Non. Est-ce que quelqu'un n'a jamais mixé de soupe dans la salle? Ou ils n'osent pas se dénoncer? Bon, très bien. À votre avis, quand j'appuie sur le bouton marche-arrêt du mixeur à soupe, j'ai combien de gens, je devrais faire pédaler combien de gens pour avoir la même énergie ou la même puissance plus exactement que mon mixeur à soupe? Combien de cyclistes j'aurais besoin pour que ça développe la même puissance que mon mixeur à soupe? 10. C'est le bon ordre de grandeur. C'est un très très gros mixeur à soupe. C'est plutôt 4. Donc vous voyez, un mixeur à soupe, un truc ridicule, qui vaut 50 € chez un distributeur que je ne nommerai pas. C'est ridicule, un mixeur à soupe, c'est gros comme les micros, là, quasiment. Et ben, au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt du mixeur à soupe, vous avez 4 cyclistes qui sortent du mixeur, qui se mettent à pédaler comme des malades pour mixer la soupe, parce que si un jour vous essayez vraiment de relier une hélice à un mécanisme de vélo pour mixer de la soupe, hein, vous êtes d'accord, hein? Vous allez pouvoir y aller. Hein? Et même si vous mettez 4 cyclistes en série, vous allez pouvoir y aller quand même. Donc là, j'ai 4 cyclistes qui sortent de ma lampe d'Aladin, là, qui mixent la soupe, et qui rentrent sagement quand j'ai... Voilà. Alors vous allez manger la soupe avec des croûtons, parce que c'est bon, et donc vous allez faire des miettes partout et passer l'aspirateur. Pour faire fonctionner l'aspirateur, j'ai besoin de combien de cyclistes? Le double, 10 à peu près. Vous habitez au 3e étage. Vous avez mangé trop de soupe, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de descendre l'escalier, vraiment, hein. Donc vous allez appuyer sur le bouton de l'ascenseur. L'ascenseur arrive à votre niveau. Combien de cyclistes ont pédalé pour faire monter l'ascenseur?
40, pas mal. Alors si c'est un vieil ascenseur d'un immeuble haussmannien, vous savez, les vieux trucs en bois là, qui font cri-cri-cri quand on ouvre les portes, on est plutôt à 10 ou 20. Si vous allez dans la tour Total, non, je n'ai nommé personne, à la Défense, vous serez plutôt entre 50 et 100. Donc vous appuyez sur le bouton marche arrêt de l'ascenseur et paf, vous avez 50 à 100 personnes qui, selon l'endroit où est la machinerie, se mettent à pédaler sur le toit ou à pédaler dans la cave. Pas mal, hein? Alors maintenant, on va devenir un peu plus sérieux et on ne va pas parler de jambes, on va parler de bras. Vous avez vu que dans la rue de Clichy, il y a en permanence des travaux. C'est la rue des travaux, on devrait la renommer. Et donc, il y a des pelles mécaniques. Vous savez, des trucs qui creusent dans le sol, etc. Alors, évidemment, s'il n'y avait pas les pelles mécaniques, c'est des gens qui devraient s'y coller avec des pelles et des pioches. À votre avis, quand l'ouvrier monte dans la cabine de sa pelle mécanique, il démultiplie la force de ses bras par combien? 1000. Pas mal. Très bon ordre de grandeur. En l'occurrence, si c'est une petite pelle mécanique, ça va être 1000, mais vraiment une toute petite. Et si c'est une grosse pelle mécanique, genre celle qui vient vous enquiquiner à côté du pavillon que vous avez acheté en pensant être tranquille pour terrasser la maison du voisin, là, c'est plutôt 10 000. C'est pour ça que terrasser un terrain, aujourd'hui, le tractopelle arrive le matin, repart le soir et le terrain est terrassé. À l'époque où on faisait ça avec des pelles et des pioches, ça vous prenait des semaines, voire des mois, s'il y avait des rochers partout. Encore plus sérieux, cette fois-ci, nous allons revenir aux jambes. Quand un conducteur de camion monte dans la cabine de son camion, combien est-ce qu'il faudrait mettre de cyclistes devant la cabine du camion pour remplacer le moteur du camion? Oh, il y a quelqu'un qui chipote ici. Oui, un poids lourd, un semi-remorque. 30 000 quand même pas. Il faut enlever un zéro. 4 000. Mais nous avons 600 000 camions en France. Donc on en a presque 1 million. On va dire 1 million de camions. Ce qui veut dire que pour remplacer les camions par des gens attelés en France, il faudrait 4 milliards de bonshommes. D'accord ? On aurait 100 fois moins de camions que ceux qu'on a aujourd'hui si toute la population active, y compris les scénaristes, et les bébés et les vieillards, étaient juste occupés toute la journée à tracter des camions. Donc là, vous commencez à toucher du doigt ce que l'énergie et les machines nous amènent. Hein ? Vous voyez que c'est assez hors du commun par rapport à ce qu'était le mode de vie d'un paysan du Moyen-Âge. Et je vais terminer par le laminoir. Je vous fais le cadeau du... Alors, le laminoir, c'est un objet qui est aussi indispensable à notre civilisation moderne que le puits de pétrole. Parce que de l'acier, il y en a absolument partout. Et ça, c'est fait en acier, ça, c'est fait en acier, ça, c'est fait en acier. Les meubles sur lesquels vous... Enfin, les fauteuils sur lesquels vous êtes assis ont des armatures en acier. Cet immeuble a des armatures en acier. Le mode de transport que vous avez pris pour venir ici, sauf si vous faites tout à pied, toute votre vie, de votre naissance à votre mort, comporte de l'acier. Les machines industrielles qui ont fabriqué vos vêtements, qui fabriquent du reste les claviers de vos ordinateurs, parce que maintenant on ne fait plus les manuscrits, les scénarios à la main, etc. C'est fait avec de l'acier. Donc en fait, il y a de l'acier absolument partout. On fait 2 milliards de tonnes d'acier dans le monde chaque année, ce qui est une autre manière de dire que chaque terrien hérite, entre guillemets, de 250 kilos d'acier tous les ans, et qu'on va retrouver dans les infrastructures, les machines, les modes de transport, etc. Pour fabriquer cet acier, on a besoin de hauts fourneaux, on a aussi besoin de laminoirs, qui sont des engins dans lesquels des gros rouleaux écrasent les pièces en acier jusqu'à faire des tôles, et après on va faire des fourchettes, des boîtes de conserve, des canettes et tout ce qu'on veut. La puissance d'un laminoir, parce qu'on la connaît, hein, la puissance d'un laminoir, est la même que celle de 10 millions de paires de bras. Ce qui veut dire que si je voulais remplacer les 2 laminoirs qu'on a en France, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, par des gens tapant sur des tôles pour écraser les tôles, eh bien, je devrais mettre la totalité de la population active du privé, vous compris, moi compris, à taper sur des tôles toute la journée en France, rien que pour remplacer 2 laminoirs. Voilà un petit échantillon des machines qui, aujourd'hui, font que vous pouvez, parce que vous allez voir que c'est ça que je vais vous expliquer, être scénariste, moi consultant, et faire tout un tas d'autres choses que ce qu'on faisait il y a quelques siècles. Alors voilà, cette machinerie mondiale, dans la BD que je vous ai montrée tout à l'heure, on lui a trouvé un identifiant à l'ensemble de ces machines, c'est celui-là. En fait, l'ensemble de ces machines remplace le costume d'Iron Person, soyons politiquement corrects, que nous avons tous sur nous toute la journée, en permanence. Donc le matin, quand vous vous levez, vous pensez que vous vous habillez avec des vêtements. Erreur, vous vous habillez avec ce costume. C'est ce costume qui vous a amené à manger votre petit déjeuner, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des usines d'engrais, des usines de phytosanitaires, des camions et des engins à faire les routes. Voilà, c'est Iron Man qui vous a amené votre petit déjeuner. Vous pensez que vous vous habillez avec des vêtements qui ont été faits par Iron Man, vous allez vous déplacer dans des modes de transport qui ont été faits par Iron Man et vous travaillez pour un système numérique mondial qui est un bout du costume d'Iron Man. Hein, nous sommes plongés dans ce costume du soir au matin et du matin au soir. C'est lui qui aujourd'hui façonne le monde. Si j'essaye de quantifier sa puissance, Iron Man, donc c'est l'ensemble du parc de machines mondial, je lui donne ses croquettes pour machines particulières, c'est-à-dire l'énergie. Et grâce à ça, je démultiplie en permanence la puissance musculaire des hommes sur Terre par un facteur 200.
et la puissance musculaire des Occidentaux plutôt par un facteur 600. Donc là, je vais faire du politiquement très incorrect. On ne se rend pas compte en ce moment où on est en train de gueuler pour les retraites, à tort ou à raison, peu importe, qu'en fait, on est en train de gueuler pour améliorer un système qui est juste hallucinant par rapport à ce qui existait il y a 2 siècles, où l'espérance de vie à la naissance était de 30 ans et où il n'y avait pas de retraite. Et ce qui a permis la transformation de notre univers, c'est l'énergie et les machines. Alors, quelques conséquences sur le monde qui nous entoure. La première, c'est que ça a totalement déformé la structure de l'emploi. Donc, en fait, il y a 2 siècles, l'essentiel des Français étaient agriculteurs. Donc à l'époque, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de troubadours. Les troubadours, ils étaient dans les activités de service que vous voyez là. Donc vous voyez dans le tertiaire, là, les scénaristes font partie du tertiaire. Et vous voyez, il y a 2 siècles, des scénaristes, il n'y en avait pas beaucoup. Et les gens du tertiaire, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'il faut bien manger, consultant ou scénariste. Et donc, l'essentiel des gens étaient occupés à manger. Et puis à l'époque, faire pousser des vivres, ce n'était pas un truc simple, parce qu'on n'avait pas les tracteurs, on n'avait pas les phytosanitaires, on n'avait pas l'industrie, etc. Et donc, un agriculteur, il arrivait à se nourrir lui, plus une demi-personne qui faisait autre chose. Aujourd'hui, un agriculteur, il arrive à nourrir 200 personnes. On n'est plus vraiment dans les mêmes sortes de grandeur. À l'époque, donc, vous avez des agriculteurs qui augmentent un petit peu. Bon, ça, je vais passer rapidement. Et puis, ils vont se mettre à baisser le nombre d'agriculteurs. Pourquoi ? À cause de l'énergie. L'énergie, c'est d'abord l'industrie qui va leur amener des colliers de traits, des charrettes mieux cerclées, enfin avec des roues qui sont mieux cerclées en fer, des socs de charrues, etc. Le début des moissonneuses-batteuses au XIXe siècle, tirées par des chevaux, etc. Donc, les machines vont commencer à remplacer les agriculteurs. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, les machines, c'est Iron Man qui va remplacer les agriculteurs. Arrivée des tracteurs, arrivée des engrais, arrivée des phytosanitaires. Le rendement des cultures céréalières est multiplié par 5 en 30 ans. Au cours du 19e et du 20e siècle, de plus en plus d'énergie et de plus en plus de machines, ça va faire monter la population ouvrière, parce que qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier ? C'est un serviteur de machine. D'accord ? Dans un monde de chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas d'ouvriers, et dans un monde de paysans, il n'y a toujours pas d'ouvriers. Les ouvriers, ils commencent à arriver quand il y a des machines. Et donc, pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, il faut qu'il y ait beaucoup de machines et donc beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces machines. Vous avez évidemment tous vu les temps modernes et vous vous rappelez de l'image de Charlot servant la machine, c'est-à-dire qu'il est vraiment à son service. Après les chocs pétroliers, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, mais il va se passer une chose, c'est que la taille des machines va augmenter tellement vite par rapport à l'approvisionnement énergétique qu'en fait, on va faire de moins en moins de machines de plus en plus grosses. On va avoir des énormes machines, mais pas en grande quantité. Et donc, on va faire baisser le nombre d'ouvriers, tout simplement parce que si on a des très grosses machines qui ne sont pas en très grande quantité, on n'a pas besoin de beaucoup d'ouvriers. C'est la robotisation, on va dire. C'est ça. Et entre 1974 et 2007, on a doublé la production industrielle tout en divisant le nombre d'emplois industriels par 2. Tout simplement parce qu'on a remplacé les gens par des machines. Et puis, on voit arriver les emplois de service. Qu'est-ce que c'est que les emplois de service ? En fait, c'est des emplois de gestion de la complexité du monde physique. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les emplois de service ? L'enseignement. Mais si le monde est simple, on n'a pas besoin d'enseignement. Dans un monde de chasseurs-cueilleurs, l'enseignement, il est très simple. C'est la mère louve et ses louveteaux. Donc, vous montrez à vos gamins comment on attrape un lapin et comment on ramasse des érelles, et puis il fait pareil. Vous avez la vente, mais pour vendre, il faut fabriquer. Vous avez le financement, mais pour financer, il faut fabriquer, etc. Si je prends un exemple tout bête, imaginons que demain, on n'ait plus d'industrie automobile. Vous supprimez tous les gens qui vendent des automobiles, qui sont dans les services, tous les gens qui financent du crédit auto, qui sont dans les services, tous les gens qui assurent les nouvelles voitures, qui sont dans les services, tous les gens qui enseignent comment fabriquer des voitures, qui sont dans les services, etc. Donc l'idée qu'on pourrait garder un monde de services sans les flux physiques sous-jacents, c'est un truc qu'il faut sortir de la tête. D'où ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, un monde sobre en énergie dans lequel vous n'avez que des employés de bureau, ça n'existe pas. Puisque dans un monde sobre en énergie, il n'y a pas de machine. Comment est-ce que ces gens-là mangent ? Ils ne mangent pas. Comment est-ce que vous avez l'acheminement jusqu'à la ville par des camions qui n'existent plus de ce qu'il leur est nécessaire pour vivre ? Vous ne l'avez pas. C'est ça le système. Donc dans un monde sobre en énergie, vous avez un certain nombre de choses qui n'existent plus, y compris dans des métiers qu'on croit sobres en énergie, parce qu'effectivement, le soir, vous et moi, on ressort du bureau sans avoir la gueule noircie de fumée et avec le pli du pantalon impeccable. Enfin, pour autant qu'il était impeccable quand on rentrait dans le bureau. Mais donc on pense qu'on peut vivre dans un monde dématérialisé en vivant comme aujourd'hui, mais c'est totalement faux. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas. Alors voilà quelques courbes, parce que j'adore ça, pour vous montrer que c'est comme ça dans le monde partout. Ici, vous avez une courbe où j'ai représenté, il y a un point par pays, j'ai pris des statistiques, et j'ai regardé pour un certain nombre de pays comment évoluait la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est-à-dire en fait la machinerie disponible par personne, et en face, la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Ce que vous voyez, c'est que dans un pays donné aujourd'hui dans le monde, dans les 200 pays du monde, plus vous avez d'énergie par personne, moins vous avez de paysans. D'accord ? C'est exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Il y a de l'énergie,
je remplace les gens par des tracteurs et je peux les mettre ailleurs. Alors voilà la traduction en dynamique de la même chose. Ici, vous avez la fraction de la population active dans l'agriculture en fonction des émissions de CO2 par personne, c'est-à-dire de l'énergie fossile utilisée par personne, en Inde. Et vous voyez qu'au fil du temps, plus vous avez d'énergie fossile par personne et moins vous avez d'agriculteurs. C'est pareil en Chine, c'est pareil pour le monde dans son ensemble. Où vont les gens ? Ils vont faire des concentrations urbaines qui sont pertinentes à la fois pour faire de l'industrie et pour faire des services. Donc plus vous avez d'énergie, moins vous avez de paysans, plus vous avez de villes. C'est exactement ce que je vous montre là. Donc là, fraction des gens qui habitent dans les villes en fonction de la quantité d'énergie fossile. Vous voyez pour la Chine, vous voyez pour le Brésil, vous voyez pour la Thaïlande. En fait, vous prenez pour le monde dans son ensemble, ça marche encore très bien. Que font les gens dans les villes ? Ils font des emplois de bureau, puis une fois qu'on a remplacé des emplois ouvriers, puis une fois qu'on a remplacé les ouvriers par des machines, ils font des emplois de service pour administrer la complexité de tout ça. Et par ailleurs, on leur a donné des voitures à ces braves gens. Donc, ici, vous avez la parc de voitures en France. Vous voyez, il était de 2 millions d'unités en 1928, toujours de 2 millions d'unités après-guerre, ça n'a pas beaucoup augmenté. Et en l'espace de quelques décennies, 80 ans, c'est passé de 2 millions d'unités à quasiment 40 millions d'unités. Ça, c'est l'avènement du pétrole. Est-ce qu'on va garder 40 millions de voitures particulières dans un monde sans pétrole ? J'en doute fort. Alors, on pense toujours à faire se déplacer les gens à vélo dans les scénarios de films sans pétrole. Mais je vous signale qu'un monde sans pétrole, c'est aussi un monde sans camions. Et c'est un monde sans bateaux. Donc, c'est un monde démondialisé. Donc, tout ce qui est made in ailleurs, vous l'oubliez. Tout ce qui est made in ailleurs, vous l'oubliez. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'acheter une casserole récemment là ? Est-ce que vous avez réussi à trouver une casserole fabriquée ailleurs que in China ? Oui, on est d'accord. Hein. Une cocotte Le Creusot et peut-être et encore, je ne suis pas sûr. Donc, la mondialisation, vous oubliez dans un monde sans pétrole, puisque vous n'avez plus de porte-conteneurs, vous n'avez plus de minéraliers. Avant qu'on revienne à la marine à voile pour transporter les mêmes tonnages, ça ne va pas être le même prix non plus. C'est surtout pas les mêmes quantités. Et vous n'avez plus de camions. Donc, pensez-y. Quand vous pensez au monde sans pétrole, ce n'est pas juste des gens qui roulent à vélo. C'est aussi un monde dans lequel la disponibilité des marchandises n'a strictement rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on peut oublier Amazon et le truc, je le renvoie si je ne suis pas content. Ça n'existe plus, ça, dans un monde sans pétrole. Donc voilà, par exemple, l'aménagement du territoire que nous avons provoqué en France, mais c'est pareil dans tous les pays du monde, grâce à l'abondance énergétique. Donc les gens étaient dans les campagnes, ils se sont mis dans les villes et on a étalé les villes. Et alors voilà un exemple de l'étalement de la ville dans laquelle nous nous trouvons, de l'Île-de-France. Ici, vous avez la distance que les gens parcourent pour aller au travail en 1975. C'est pas loin, 75, j'étais né. Hein. Qui était déjà né en 75 dans la salle ? Voilà, donc vous raconterez aux autres. Le code couleur que vous avez sur cette carte vous donne la distance que les gens parcourent chaque jour pour aller travailler. Donc quand vous êtes là, dans le blanc, c'est moins de 5 km. Donc vous voyez, dans Paris, c'est blanc, les gens vont à pied ou ils vont en bus voilà, pour aller travailler. Et puis vous voyez que dans la grande couronne, vous avez encore plein d'endroits où c'est blanc. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis, les gens qui sont là ? Ils sont agriculteurs, exactement. Donc, ils ont le champ à côté de leur ferme et ils font quelques kilomètres pour aller bosser. 2000. Il n'y a plus d'agriculteurs. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont là ? Ils prennent leur bagnole pour faire 40 bornes pour aller occuper un emploi de bureau ou dans un supermarché ou contrôleur de gestion ou qu'est-ce que je sais, loin de chez eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là dans un monde où les transports deviennent plus difficiles ? Compliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde sobre énergétiquement où on a moins besoin de services ? Parce que, encore une fois, les services, c'est la conséquence de l'abondance énergétique. Compliqué. Comment est-ce qu'on nourrit 10 millions de franciliens alors que vous n'avez pas de quoi les nourrir en Île-de-France, dans un monde avec moins de camions ? Donc vous demanderez à Laurent Delquerroux, il a réfléchi à toutes ces questions et il a toutes les réponses. Non, on a réfléchi à ces questions au She Project, justement. Non, on n'a pas encore toutes les réponses, ça serait vous mentir. Par contre, on a quand même dit c'est des vraies questions. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est des questions qui ne sont absolument pas traitées. Tout le monde continue à raisonner, toutes choses égales par ailleurs. Donc, on ne voit pas du tout l'effet système.
Et là, c'est ce que je vous disais à l'instant, plus il y a d'énergie, plus il y a de monde dans les services, puisque les machines bossent pour nous, et les services consistent à administrer la complexité du monde. Hein, donc plus on a de machines qui bossent pour nous, plus on fait un monde complexe, avec des objets dans tous les sens, des flux dans tous les sens, et il faut des gens pour gérer ça. Et donc là, vous avez, pour le monde dans son ensemble, la fraction des gens qui bossent dans les services en fonction des émissions de CO2, c'est-à-dire de l'énergie fossile. Et vous voyez, par exemple, pour la Chine, c'est particulièrement spectaculaire, et pour tous les pays émergents, c'est particulièrement spectaculaire aussi. Voilà une image que j'ai tirée de la BD, Le Monde sans fin, et qui incarne ce que je viens de vous dire. Donc l'énergie abondante a fait un monde de machines administré par une armée d'employés de bureau. Mais ça, c'est en équilibre là-dessus. Vous supprimez ça, et ça tombe. Trouvez-moi une seule civilisation sobre en énergie dans le passé, ou encore aujourd'hui dans le monde, où 80% des gens bossent dans un bureau. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Du reste, le truc qui est vrai dans Mad Max, c'est qu'il n'y a pas d'employés de bureau. Il y a des trucs qui sont faux, mais ça c'est vrai. L'énergie abondante, qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a permis d'avoir énormément de temps libre. Ici, vous avez le temps travaillé en France depuis 1900 jusqu'après 2000. Et vous voyez que la quantité de temps de travail annuel par personne a considérablement baissé. Si je vous avais enlevé ici l'échelle des dates et que je vous avais demandé de me placer les 35 heures de M. Mitterrand, vous en auriez été infoutu. Donc en fait, il n'a fait que s'inscrire dans une tendance historique. Et à quoi est-ce qu'on doit ça? Aux machines. Aux machines. Parce que les machines bossent pour nous. Nous, on peut avoir les congés payés, on peut avoir les week-ends, on peut avoir les 35 heures, on peut avoir la retraite et on peut avoir les études longues. La retraite, c'est des machines. S'il n'y a pas les machines qui bossent pour nous, la production globale de la société n'est pas suffisante pour entretenir des inactifs en quantité aussi importante qu'aujourd'hui. C'est pas possible. Voilà, je ne suis pas en train de dire que Macron est un mec formidable. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a un élément structurel dans cette affaire qui est un élément d'ordre physique. On a augmenté le pouvoir d'achat. Pour qu'on puisse acheter, il faut qu'il y ait des trucs à vendre. Comme aurait dit Coluche, il suffit, quand on pense, je ne sais plus ce qu'il avait dit, quand on pense qu'il suffirait que ça ne s'achète pas pour que ça ne se fasse pas ou que ça ne se produise pas un truc dans ce genre-là. Là, c'est l'inverse. Pour qu'on puisse acheter, c'est qu'il faut produire d'abord. Et en fait, le pouvoir d'achat, c'est tout simplement le fait qu'on a de plus en plus de machines qui produisent de plus en plus de trucs. Et donc, fatalement, nous, on a de plus en plus d'objets à consommer. C'est aussi bête que ça. Donc là, vous voyez, le pétrole, c'est le XXe siècle. Là, vous voyez là maintenant. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, ça n'augmente plus. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, mais c'est directement lié aux tensions qu'on commence à avoir depuis une grosse dizaine d'années sur l'approvisionnement pétrolier mondial. Ça a baissé les inégalités. Alors là, comme vous êtes tous de gauche, vous allez m'étriper. Si, ça a baissé les inégalités. Regardez la part des 1% des plus riches en France, la part du patrimoine des Français qu'ils détiennent au cours du temps. Vous voyez, il y a un siècle, les 1% les plus riches détiennent 55, voire 60% du patrimoine des Français. Et puis cette valeur descend au moment des chocs pétroliers à un peu plus de 15%, donc c'est divisé par 4. Et depuis les chocs pétroliers, effectivement, ça remonte. Donc les inégalités réaugmentent depuis les chocs pétroliers, mais si vous comparez les inégalités d'aujourd'hui aux inégalités de 1900, on vit dans un monde considérablement plus égalitaire. Et c'est pareil pour les revenus. Vous voyez, au début du XXe siècle, les 1% qui gagnent le plus d'argent, salaires et rentes confondus, gagnent entre 20 et 25% de ce que gagne l'ensemble des Français. Ça descend au moment des chocs pétroliers à 8%, 7%. Et depuis, effectivement, ça remonte. L'énergie a considérablement fait baisser les inégalités. Ah, c'est chiant, parce qu'on va devoir faire avec moins. C'est compliqué, hein? Alors voilà, si vous voulez imaginer l'avenir, comprenez bien le passé. Le passé, c'est ça. C'est des hydrocarbures gratuits, parce qu'en plus, ils sont gratuits. La nature ne s'est pas faite payer pour former le pétrole, le gaz, le charbon, comme elle ne s'est pas faite payer pour former la neige qui tombe l'hiver à Courchevel, où vous allez passer vos vacances, ni le soleil qui brille à Deauville, où vous allez passer vos week-ends. Non, vous n'êtes pas assez payé par la télé pour faire tout ça. Je suis vraiment désolé. Donc, tout ce que nous avons dans la nature, en fait, est gratuit.
Absolument tout. Donc il n'y a pas que le vent qui souffle et que le soleil qui brille qui est gratuit. Le pétrole, c'est gratuit. Les montagnes, c'est gratuit. La neige qui tombe, c'est gratuit quand il en tombe. L'océan, c'est gratuit. Et les poissons, qui, comme disait Renaud, baissent dans l'océan, c'est pour ça qu'ils se reproduisent, c'est gratuit aussi. Les hydrocarbures brûlent. Donc c'est ça l'histoire des 19e et 20e siècles. Permettent de mettre en œuvre la machinerie mondiale. Ça nous a donné tous les produits du supermarché. Ça nous a donné toute la structure sociale que nous avons à notre disposition aujourd'hui. On ne mesure ça que sous la forme économique, mais c'est une illusion d'optique. Et maintenant, je vais vous parler très très rapidement de deux facteurs limitants qui sont susceptibles, mais il y en a d'autres, qui sont susceptibles de venir un peu gâcher la fête, qui sont le changement climatique et le goulet d'étranglement sur les ressources. Je ne vous parlerai pas ce soir de la biodiversité, qui est pourtant un sujet important. Je ne vous parlerai pas ce soir des ressources métalliques, mais d'une manière générale, on se heurte de manière croissante à ce qu'on appelle les limites planétaires. Notre planète faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, elle fait toujours 13 000 km de diamètre, et là, vous pouvez, dans tous les scénarios que vous allez faire, sans prendre de grands risques, penser que dans 2 siècles, ça fera toujours 13 000 km de diamètre, n'en déplaise à M. Elon Musk. On pourra parler après de la vraisemblance d'aller miner les astéroïdes. Ah oui, ça c'est pareil, si vous allez miner les astéroïdes et que vous faites une civilisation extragalactique qui alimenterait la Terre, là je peux tout de suite vous faire un petit calcul énergétique sur le sujet, c'est pas la peine. Si vous voulez faire un truc vraisemblable scientifiquement, c'est pas la peine. Donc nous avons un sujet de limite croissante sur tout un tas de trucs. Je vais vous donner juste un exemple avant de parler je vais vous parler par exemple du cuivre, qui est un métal qu'on utilise partout aujourd'hui dans les dispositifs électriques. Quand on a commencé à exploiter les mines de cuivre de Rio Tinto en Espagne, la teneur en cuivre du minerai, c'est-à-dire le poids de cuivre dans le poids de minerai, était d'environ 15%. Aujourd'hui, on est à 0,4% dans les mines en exploitation dans le monde. Donc voilà, donc d'une manière générale, quoi qu'on aille prélever dans l'environnement, on a des difficultés croissantes à en prendre de plus en plus au niveau des ressources. Alors je vais vous parler un tout petit peu du changement climatique et je vais commencer avec le principal gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, qui est le CO2. Et là, je vais vous parler d'un truc qui, normalement, d'abord, je devrais vous apprendre quelque chose pour l'essentiel d'entre vous, et qui pourrait donner lieu à plein de récits et plein de dystopies absolument horribles. Le dioxyde de carbone, donc principal gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère, est un oxyde. Un oxyde, sur Terre, c'est une molécule chimiquement stable. Ailleurs aussi, du reste. Donc les oxydes sont des molécules, si vous leur donnez pas de l'énergie pour en faire autre chose, si vous amenez pas de l'énergie pour faire... ça reste stable et ça reste sous forme d'oxyde en permanence. Alors il y a un oxyde que vous utilisez tous les jours. Il y a un petit documentaire là-dessus où on faisait peur aux gens en disant, vous savez, il y a de l'oxyde de dihydrogène partout. En fait, c'est de l'eau. L'eau est un oxyde. L'eau, c'est de l'hydrogène oxydé, dioxyde d'oxygène. D'hydrogène, pardon. Et l'eau est présente sous forme d'eau sur Terre depuis des milliards d'années. Ouais, donc c'est assez stable quand même, un oxyde. Donc le CO2 étant un oxyde, une fois qu'on l'a mis dans l'air, il n'a pas de processus d'épuration spontanée. Il n'y a rien, il n'y a pas de balayette à CO2 tant qu'il est dans l'atmosphère. Pour que le CO2 ressorte de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol. Et là, il peut se passer l'une des deux choses suivantes. Si le sol, c'est de l'océan, le CO2 peut se dissoudre dans l'océan, à supposer qu'il y ait suffisamment de place pour ça dans l'océan. En fait, c'est juste un processus de vase communicant. Donc, s'il y a plus de place dans l'océan que de place dans l'atmosphère, le CO2 passe de l'un à l'autre. Et la deuxième chose qui peut lui arriver, c'est de passer dans une plante. Mais pour ça, il a besoin de l'aide de l'énergie solaire. C'est pour ça qu'on appelle la réaction une photosynthèse. Il y a besoin d'un photon, c'est-à-dire d'un grain de lumière, qui va donner l'énergie nécessaire pour que le CO2 soit cassé et le carbone assimilé par la plante pendant que l'oxygène est rejeté dans l'air. Ces deux processus sont des processus très lents, la dissolution de l'océan et la photosynthèse, et qui n'arrivent qu'au contact du sol. Du coup, il se passe la chose suivante, quand on met du CO2 dans l'atmosphère, on augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc nos émissions enrichissent l'atmosphère en CO2. Tout simplement parce que l'évacuation du CO2, ça ne va pas vite, c'est juste au contact du sol. Ça va moins vite que les émissions. Imaginons maintenant qu'on arrête les émissions demain matin. Alors depuis qu'on a craché du CO2 dans l'air, on a créé un surplus. D'accord ? Il y a un excès de CO2. Eh bien, imaginons qu'on arrête les émissions demain matin. Un siècle après arrêt des émissions, il y a une petite moitié du surplus qui sera toujours présente dans l'air. Un millier d'années après arrêt des émissions, il y a un quart du surplus qui sera toujours présent dans l'air. 10 000 ans après arrêt des émissions, c'est-à-dire plus que à peu près la durée qui nous sépare de la sédentarisation des hommes, il y aura toujours 10 à 15% du surplus qui sera présent dans l'atmosphère.
Ça veut dire qu'en ce qui concerne l'état de l'atmosphère, il est impossible à tout jamais de revenir à ce qu'elle était avant l'ère industrielle. Et comme il y a une partie des conséquences du changement climatique qui dépendent de l'existence d'un surplus de CO2 dans l'air, il y a une partie des conséquences que nous avons mises en route qui sont désormais inarrêtables. Par exemple, la fonte du Groenland a commencé, à partir de maintenant, c'est inarrêtable. Le seul élément en débat, c'est quelle est la fraction qui va fondre et à quelle vitesse. À climat constant, une partie de la forêt française va mourir. D'accord ? À climat constant. C'est-à-dire, même si j'arrête les émissions demain matin, la dérive climatique déjà existante est suffisante pour accroître la mortalité des arbres plantés actuellement, même en arrêtant d'émettre. Donc il y a une partie des conséquences qui vont survivre, tout simplement parce que les arbres n'arrivent pas à s'acclimater au nouveau climat. Ils sont déjà en train d'être hors zone de confort pour un certain nombre d'entre eux. Alors, ils ne meurent pas instantanément derrière, mais ils sont déjà hors zone de confort. Donc ils ont un stress hydrique, et puis si vous répétez le stress hydrique ou le stress thermique un certain nombre d'années, ils finissent par y passer. Et en plus, les émissions ne vont pas s'arrêter demain matin. On ne va pas faire passer 8 milliards d'individus qui émettent ce qu'ils émettent aujourd'hui à 8 milliards d'individus qui n'émettent rien du tout le lendemain matin, sauf guerre thermonucléaire, pandémie, etc. Sauf résolution du problème en supprimant les individus. Mais à part cette éventualité, voilà. Ce qui veut dire que la dérive climatique, à partir de maintenant, de toute façon, va continuer un certain temps et un temps certain. Et ce qui est encore en débat, c'est de l'atténuer. Mais on ne peut pas la supprimer. Alors ça va jouer à des échelles de temps qui vont évidemment très au-delà d'une vie humaine. Donc même en imaginant que je prenne les plus jeunes d'entre vous dans la salle, voilà, vous voyez, elle est en train de rigoler. Donc ça va très au-delà d'une vie humaine. Les plus vieux dans la salle seront morts bien avant, moi inclus. C'est vrai également pour la génération de vos enfants. Et évidemment, on est sur des durées qui sont hallucinantes au regard d'un mandat électoral. Alors ce que je vous dis est pas complètement une plaisanterie. C'est une vraie question pour moi de savoir si la démocratie survivra à ça. On va secouer le système tellement fort entre la décrue énergétique, que pour le moment on ne sait pas gérer, parce qu'on ne cherche pas à le faire, et le réchauffement climatique qui va provoquer des déstabilisations majeures. Je vais juste vous donner un ordre de grandeur, que c'est une vraie question de savoir... Donc tous les scénarios pour 2050, vous savez, qui sont faits par des organismes de prospective, ou pour 2100, ils imaginent tous que les systèmes politiques installés que nous avons actuellement dans le monde restent peu ou prou les mêmes. Alors là, pour le coup, alors c'est pas nécessairement du bon côté de la barrière, mais enfin, moi j'ai envie de dire, c'est pas la seule éventualité possible. C'est vraiment pas la seule éventualité possible. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit suffisamment vigilant sur cette conséquence-là de la déstabilisation qu'on est en train de mettre en route. Je suis même à peu près sûr du contraire. Alors pour vous donner une idée de ce dont on parle, je vais repartir dans le passé. Là, c'est le passé proche. C'est les écosystèmes qu'on trouve en Europe si on ne les supprime pas pour faire autre chose. Donc si on ne les supprime pas pour faire autre chose, essentiellement des cultures, on a essentiellement des forêts, parce qu'il fait suffisamment humide et ni trop chaud ni trop froid pour qu'on ait des grosses espèces végétales. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors à l'époque, avec assez peu de scénaristes, c'est la dernière ère glaciaire. Au moment, vous savez que le climat varie naturellement, il n'y a pas que les hommes qui puissent tripoter le climat. Et donc il y a 20 000 ans, l'Europe est dans une situation où il fait beaucoup plus froid. Nous sommes en ère glaciaire. Alors déjà, nous n'aurions pas fait la série Millennium parce qu'il n'y avait pas de Suédois. Voilà, donc vous n'avez pas d'écrivains suédois pour vous faire concurrence. Vous n'avez pas d'écrivains islandais qui font des best-sellers. Tous ces braves gens sont sous la glace. Voilà. Et s'il y a des gens qui aiment le cassoulet dans la salle, qui n'est même pas vegan en plus, je vous jure, eh bien, j'ai une bonne nouvelle donc, pour les gens du Sud-Ouest. Il n'y a pas non plus d'Irlandais et d'Écossais, puisqu'ils sont aussi sous la glace. Donc vous avez à l'époque une énorme calotte de glace qui recouvre toute la Scandinavie et une partie du nord de l'Allemagne. Ici, vous reconnaissez le nord de la péninsule, de l'île britannique actuelle. Donc les Irlandais sont là, les Écossais sont là. Là, vous avez l'Islande. Vous avez tout le Canada, qui est recouvert de glace également, de 3 km d'épaisseur. Et enfin, vous avez une partie du nord de la Sibérie également, qui est recouverte de glace. Pour faire tous ces gros glaçons, il a bien fallu prendre l'eau quelque part. L'eau a été prise dans l'océan, et le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc, vous ne faites pas de film sur les régates en Manche, il n'y a pas de Manche. Vous ne faites pas non plus de film sur le Brexit, il n'y a pas de Brexit. Il y a une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne. Voilà. Il n'y a pas de paradis fiscaux dans la Manche, puisqu'il n'y a pas de Manche. À l'époque, le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, parce que dans un climat plus froid, il y a moins d'évaporation, donc moins de précipitations.
Et à l'époque, vous avez à peu près 100 000 téléspectateurs en France occupés à courir derrière les mammouths à poil laineux et à cueillir des érelles. Ils ne regardent pas beaucoup la télé à l'époque, vraiment pas des gens sympas. Parce que 100 000 individus, c'est tout ce que peut nourrir l'écosystème France placé dans ces conditions. Hein, donc l'écosystème France placé dans ces conditions, tout ce qu'il peut nourrir, c'est 100 000 individus, 100 000 animaux en bout de chaîne alimentaire. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est opéré dans le cadre d'un réchauffement planétaire naturel. Hein. Il se trouve que ce réchauffement planétaire, il a été de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a faite pour nous, consistant à réchauffer le climat de quelques degrés en 10 000 ans, et vous voyez le genre de transformation que ça finit par opérer. Donc, à vos scénarios, monsieur, dame, 4 degrés de réchauffement en un siècle, moi je peux vous dire ce que c'est, ça s'appelle la guerre partout. C'est très exactement ça, 4 degrés de réchauffement en un siècle. C'est la guerre partout. Parce que la déstabilisation des conditions installées ira considérablement plus vite que la capacité des sociétés sédentaires à y faire face. Il n'est pas question dans cette histoire de prendre notre baluchon sur le dos et d'aller voir ailleurs, parce que le baluchon, il s'appelle des ponts, des routes, des écoles, des usines, des villes, et en plus, allez où ? Soit vous allez dans un endroit qui est hospitalier, il y a déjà des gens qui ne sont pas d'accord, soit vous allez dans un endroit où il n'y a personne et vous êtes à poil, il faut recommencer de zéro. Donc vous êtes dans la cabane au fond du jardin là, de Cabrel. En fait, il n'y a même pas de cabane, il n'y a même pas de jardin, il n'y a rien. Donc vous comprenez bien que cette affaire-là, ça ne va pas se passer dans la joie et la bonne humeur. Je n'ai pas le temps de détailler ce soir, mais ne serait-ce qu'avec une élévation de température de 2 degrés, vous avez la totalité des coraux tropicaux qui sont morts et vous avez plus d'1 milliard de gens sur Terre qui vivent dans les conditions d'un hammam permanent dans la journée. C'est-à-dire dans la bande équatoriale, il se met à faire plus chaud que la température de votre peau, plus de 35 degrés, et avec une humidité de 100% dans l'air, c'est-à-dire que ça vous interdit de refroidir votre corps par évaporation de la sueur, puisque l'air est déjà saturé en humidité. Avec 2 degrés de réchauffement, vous avez plus d'1 milliard de gens qui vivent dans des endroits où, entre la moitié de l'année et la totalité de l'année, vous ne pouvez pas sortir dehors sans risquer votre peau. Vous imaginez bien que ça ne va pas être calme et tranquille, ce genre de truc. Voilà, donc on n'a pas idée de ce que représente un réchauffement de quelques degrés. Les scientifiques font un certain nombre caractérisent un certain nombre de conséquences qualitatives, mais en fait, ça va être une déstabilisation majeure et il va y avoir des effets de seuil qui vont s'appliquer partout. Si j'aurais pu vous sortir le graphique sur les effets de seuil, il y a des effets de seuil qui vont s'appliquer partout. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs pour lesquels on va se rendre compte après coup qu'il nous est arrivé un truc très désagréable. Et par ailleurs, la façon dont les conséquences vont arriver, c'est en marche d'escalier. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout être quelque chose de continu, avec lundi qui ressemble à peu près à dimanche, et mardi qui ressemble à peu près à lundi, et 2023 qui ressemble à peu près à 2022, etc. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. De temps en temps, il va y avoir une marche d'escalier. C'est-à-dire tout d'un coup, il va nous arriver un truc qui n'était pas là avant. Regardez ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que les précipitations sont déficitaires en France, sauf sur 3 mois. Bon, bah ça, on ne l'aurait pas prévu il y a 4 ans. D'accord ? Voilà un exemple. Et pour le moment, ce n'est pas une énorme marche d'escalier, mais c'est une petite marche d'escalier. Et plus le temps va passer, plus le réchauffement va être important, plus les conséquences vont arriver sous forme de marche d'escalier ample et avec peu de préavis. Votre imagination est au pouvoir, mais c'est bien comme ça qu'il faut voir le problème. Ça va être que des discontinuités. Si ça, c'est important parce que ça boucle avec le début. Puis après, je vais m'arrêter là. Vous avez tous évidemment entendu parler de la trajectoire 2 degrés que nous essayons maintenant de mettre en place. Alors je vais essayer d'incarner ce que ça veut dire, cette trajectoire 2 degrés et la trajectoire 1,5 degré. À cause du fait que le CO2 résiste très longtemps quand il est dans l'atmosphère, tout ce qui compte pour le réchauffement, c'est en gros la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'air. Il n'y a que ça qui compte. Depuis le début de l'ère industrielle, on a mis à peu près 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et ça a réchauffé le climat d'à peu près 1,1 degré. Si on veut se limiter à 1,5, c'est la version la plus ambitieuse de l'accord de Paris, ça veut dire qu'on limite les émissions planétaires à 3000 milliards de tonnes. D'accord ? Donc si on va au-delà de 3000 milliards de tonnes, on dépasse les 1,5. Donc si on veut se limiter à 1,5 en 2100, ça veut dire que d'ici à 2100, on a le droit d'émettre au total 3000 milliards, dont 2400 ont déjà été émis. D'accord ? Vous avez déjà reçu une avance sur diffusion de 2400, un paiement total de 3000, donc il vous reste 600 à recevoir. D'accord ? Vous comprenez ? Là, c'est pareil. 600 milliards de tonnes pour 8 milliards d'individus sur 80 ans, une petite règle de 3 vous dit que ça donne droit à un bébé qui naît aujourd'hui
sur sa vie au 10e des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eues pendant leur vie. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris d'où venaient les émissions? De l'énergie qui met en route notre parc d'esclaves mécaniques. Donc ça veut dire qu'en gros, mon bébé qui naît aujourd'hui, en moyenne mondiale, il doit accepter de diviser son pouvoir d'achat par 10. En gros, hein, je le dis de manière très illustrative, par rapport à ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. Qui est candidat? Bon, il n'y a pas beaucoup de candidats. Si je prends les 2 degrés, j'ai droit à 3500 milliards de tonnes, 3600. Bon, bref, la même règle de 3 m'ont dit que mon bébé, il a le droit entre le 5e et le 6e des émissions, sa vie durant, par rapport aux grands-parents qui meurent aujourd'hui. Je pense qu'il ne va pas y avoir non plus beaucoup de candidats. En termes de trajectoire, 1,5 et 2, ça correspond sur les émissions aux 2 trajectoires du bas, c'est-à-dire des émissions qui baissent d'au moins 5% par an à compter de maintenant, tous les ans. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu dans le monde l'année du Covid, en 2020. Ça veut dire que la bonne trajectoire pour le réchauffement climatique, ou pour limiter le réchauffement climatique, c'est au moins un Covid supplémentaire tous les ans. C'est-à-dire qu'à la fin du Covid, on ne vous redonne pas la liberté de mouvement et la consommation que vous aviez avant le Covid, on vous laisse là où vous êtes, puis on vous en rajoute un 2e sur le paletot. Et puis l'année d'après, un 3e, etc. C'est ça la vitesse à laquelle il faut aller pour tenir les 2 degrés. C'est ça la vitesse à laquelle il faut aller pour tenir les 2 degrés. Dernier point, même si on ne veut pas, on va y avoir droit quand même. Très rapidement, ici, c'est la quantité de pétrole qui sortirait des sous-sols des fournisseurs de l'Europe sous seule contrainte géologique. Là, on ne parle pas de climat. Donc, il faut 300 millions d'années pour faire du pétrole, du charbon ou du gaz. Donc, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ce n'est pas renouvelable. Même s'il n'y a pas de sujet climatique, on ne peut pas en taper autant qu'on veut dans le sol en permanence. Ça, c'est la production donc des fournisseurs de l'Europe d'ici à 2050. Et les fournisseurs de l'Europe, ils produisent pour eux-mêmes et puis ils produisent pour exporter. Ça, je vous le traduis en importation en Europe. Ça veut dire qu'en gros, d'ici à 2050, c'est pas vieux 2050, hein, une partie d'entre vous seront encore vivants dans la salle, peut-être même moi, qui sait. Eh bien, ça veut dire que d'ici à 2050, la quantité de pétrole qui va rentrer en Europe va être divisée par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc non seulement on aura le réchauffement climatique, mais en plus on aura peut-être Mad Max. Et il n'y a aucun problème pour avoir les 2 à la fois. Aucun problème pour avoir les 2 à la fois en Europe. Dans la mesure où le réchauffement climatique vient des émissions de l'ensemble de l'humanité, puisque avec un CO2 qui reste très longtemps dans l'air, le lieu d'émission n'a pas d'importance. Que le CO2 soit émis à Tombouctou, à Oulan-Bator ou à Paris, on s'en fout, pareil. Donc ce qu'on aura comme réchauffement d'ici à 2050, ça va dépendre des émissions mondiales et donc notamment de la consommation mondiale de charbon, de gaz et de pétrole, pas juste ce qu'on a en Europe. Mais par contre, la marge de manœuvre qu'on a en Europe pour y répondre dépend de l'énergie qui rentre en Europe. Ça dépend de la quantité de machines qu'on a chez nous pour faire face à l'adversité. Donc en Europe, on devrait avoir, gilet jaune ou pas gilet jaune, considérablement moins de pétrole, et c'est pareil pour le gaz, et c'est pareil pour l'ensemble de l'énergie. Voilà, et je m'arrête là. Donc en gros, ce que j'ai essayé de vous expliquer, alors évidemment, c'est moins sympa que... C'est comme les histoires d'amour de Rita Mitsuko, là ça finit mal. Bon ben là, c'est un peu pareil. On est quand même bien parti pour que ça ne se finisse pas très bien, cette histoire. Le fait d'être capable d'incarner comment ça pourrait se finir bien est un exercice extrêmement difficile, parce que vous êtes obligé d'incarner des choses qui pourraient être positives dans un univers qui va se déformer de manière globale. Donc je le redis, il ne suffit pas que les gens se déplacent à vélo en continuant d'avoir des ordinateurs. S'il n'y a plus de pétrole, comment est-ce que vous faites venir les ordinateurs de Chine ? S'il n'y a plus de charbon, comment vous faites l'électricité à Taïwan pour faire les semi-conducteurs ? D'accord ? C'est ça que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il faut penser système. Et que si on essaye d'illustrer un monde qui irait vers la vertu, ça demande malheureusement de penser à beaucoup plus de composants que simplement 1 ou 2 qui sont emblématiques dans les médias. Hein ? Beaucoup plus de composants. Alors il y en a certains auxquels vous allez penser spontanément, il y en a d'autres auxquels vous n'allez pas nécessairement penser spontanément. Et voilà, donc c'était ça le sens de mon propos, c'est que c'est compliqué de penser système. Encore une fois, les quelques tentatives que j'ai vues jusqu'à maintenant pour illustrer le réchauffement climatique, ça a toujours été des choses qui étaient très parcellaires et qui étaient quelque part très déceptives de mon point de vue.
pardon pour ce barbarisme, parce qu'il n'y avait toujours qu'un aspect qui était couvert, et ça donnait quelque part une illusion faussement rassurante de la difficulté à surmonter le problème. Hein, voilà, donc là ce soir, je n'ai pas voulu vous rassurer, mais c'est comme ça que vous allez exercer votre créativité. Merci Jean-Marc. Alors, on va prendre peut-être une ou deux questions, remarques, et ensuite on passera à la table ronde. Oui. Oui, bonsoir, merci. Quels sont les freins que vous rencontrez chez les décideurs principaux? En fait, un truc que j'arrive pas à expliquer, c'est comment ceux qui savent ne font pas ce qu'il faut, ne sont pas à la hauteur, et notamment quand vous arrivez avec des propositions concrètes, avec le plan de transformation de l'économie, c'est quoi les freins? Alors le premier frein, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, le premier obstacle, c'était des gens qui ne savaient pas et qui savaient qu'ils ne savaient pas. Aujourd'hui, le frein, c'est des gens qui ne savent pas et qui croient qu'ils savent. Pas du tout. Parce que les décideurs, en fait, on ne les touche pas avec ce genre d'intervention. C'est très difficile. Les décideurs économiques, un peu, un fragment, on va dire. Les décideurs politiques, très très peu. Putain, ça ne se met pas dans une salle pendant 2 heures pour vous écouter, c'est exceptionnel. Donc ils ne font pas ce genre de choses. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gens auxquels on a affaire confondent avoir beaucoup entendu parler du problème et avoir bien compris le problème. Il y a 20 ans, les gens n'avaient pas compris le problème, mais ils savaient au moins en se regardant dans une glace, en se rasant ou pas, qu'ils n'avaient pas compris le problème. Aujourd'hui, on est dans un truc plus pervers. C'est comme ils en ont entendu parler par le journal tous les 4 matins, ils pensent qu'ils ont bien compris le problème. Mais en fait, non. En fait, non. Donc le premier frein à l'action, c'est ça. C'est que la quasi-totalité des décideurs n'a pas compris l'ampleur du problème et les ordres de grandeur qui vont avec. Donc en fait, ils pensent qu'on va faire 3 éoliennes et une piste cyclable et ça ira bien. C'est des trucs utiles, mais c'est très loin d'être suffisant. Je le redis, comment est-ce que vous pensez l'avenir dans un monde qui se démondialise ? Ça, voilà, pas un truc qui est sous l'écran radar de absolument tout le monde. Comment est-ce que vous pensez l'avenir dans un monde, je suis désolé de le dire, en plein débat sur la retraite, où le pouvoir d'achat va baisser? C'est sous l'écran radar de tout le monde, bon, etc. Donc, voilà, donc ils ont compris le pouvoir d'achat au sens du pouvoir d'acheter des choses matérielles. Hein, je ne parle pas de la convention économique, on s'en fout. Les tables, les chaises, etc., ça va devenir plus difficile. Donc, donc la compréhension, elle est pas là. Et après, vous avez un deuxième obstacle qui avait été très bien illustré par Machiavel, qui est qu'à partir du moment où vous voulez changer les règles du jeu, votre quotidien devient un quotidien d'adversité, parce que les gens que ça fait perdre, vous les avez tous les jours qui défilent devant vous. Les gens que ça fait gagner, ils ne s'identifient pas nécessairement, ils ne savent pas nécessairement qui ils sont plus lointains, etc. Et donc, vous avez un contact rapproché avec eux qui est beaucoup plus faible. Et comme on est tous des animaux et qu'on réagit à nos sens, si à un moment vous faites laver la cervelle toute la journée par des gens qui vous disent ça va vraiment pas, eh bien ça vous refroidit un peu vos ardeurs. Hein. Donc voilà, c'est ces deux éléments-là qui font que il n'y a pas. Dernier point, aujourd'hui, il y a peu de gens qui réfléchissent à la façon de traiter les perdants. Parce que si vous voulez tout changer dans le monde, qu'est-ce que vous faites des gens qui fabriquent des porte-conteneurs? Qu'est-ce que vous faites des gens qui conduisent les porte-conteneurs? Qu'est-ce que vous faites des gens qui distribuent des colis fichiers en peluche à cause de la Tour Eiffel? Qu'est-ce que vous faites, etc. Donc aujourd'hui, l'élu, il est terrorisé par ça, et la personne qui dirige une entreprise qui profite de ce genre de truc n'a aucune envie de se tirer une balle dans le pied. Donc, on manque considérablement aujourd'hui de travaux, j'ai envie de dire, académiques, et peut-être même de fiction, j'en sais rien, sur comment est-ce qu'on fait muter l'emploi d'une manière générale à une vitesse qui est acceptable sans révolution. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est également un très gros angle mort de la réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont perdre? Merci. Autre question? Je circulerai. Allez, qui se lance? Ouais. Non, je suis désolé, j'ai une règle paritaire, donc un homme, une femme. Donc il faut que ce soit une femme qui se dévoue. Sinon, on a pas mal dans la salle. Sinon, on arrête les questions. Super.
Oui, je suis désolé, hein, Voilà, c'est la carte chance qui sort, vous savez, Je enfin, voudrais- malchance. Alors, bonsoir, je m'appelle Séverine. Je voulais soumettre à votre intelligence une réflexion que j'ai entendue la semaine dernière ou il y a 15 jours de ce philosophe, là, Pépin, qui dit qu'on est capable d'élire que des gens qui sont assoiffés de pouvoir et excités par le pouvoir. Et plus ils sont fous et plus ils nous promettent les possibilités de régler des choses, plus ils nous excitent. Et on marche à l'excitation, on est des animaux. Et on élit ceux-là. Et ceux qui nous tiennent des discours qui font peur, on les fuit. Et donc des discours raisonnés, tout ce que vous nous avez, selon lui, tout ce que vous nous avez dit ce soir, ferait fuir la plupart des électeurs. Et donc, il interroge notre responsabilité, notre capacité à être excités par des malades de pouvoir, alors qu'on devrait apprendre à être excités par des gens qui veulent limiter nos pouvoirs. C'est ça. Comment on pourrait exciter l'électeur pour qu'il ait l'amour de la limite et pas excité par des cinglés qui ont le désir du pouvoir. Voilà. Alors, je ne crois pas malheureusement que ce soit possible d'exciter les gens sur l'amour de la limite. Non. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est possible de les exciter sur des transgressions dans d'autres domaines que ceux par lesquels on est excité aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Il vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Vous prenez un type qui est amoureux des grosses bagnoles. Eh ben, si vous arrivez à en faire quelqu'un qui soit un peu plus amoureux de la taille de ses mollets, vous avez une petite chance qu'il change de défi, d'accord, et que du coup, il se mette à avoir un défi qui est plus compatible avec la contrainte. Mais je pense que de vouloir que les gens s'auto-limitent sur tout, vous n'y arriverez jamais. En tout cas, moi je ne prends pas de défi. Exactement, il faut exciter les gens sur autre chose. Parce que c'est clair qu'on a besoin de ça. On a besoin de défis collectifs à relever. Du reste, il y a eu des époques dans la vie où on a été tellement fou que le défi collectif qu'on était d'accord pour relever, c'était d'aller se faire tuer pour taper sur le voisin. Donc c'est bien la preuve que l'effort n'est pas en soi quelque chose qui est suffisant pour que ça repousse les gens d'un plan. Ça dépend vraiment du contexte, du narratif, etc. Bon. Voilà. Mais c'est clair qu'on n'arrivera pas à dire aux gens juste ça va pas, faites moins, point, quoi. Il faut vendre une autre histoire. Et c'est bien pour ça qu'on est là, exactement. On va prendre une dernière question et ensuite on passera à la table ronde parce qu'il nous faut ensuite du temps pour boire des coups et manger des sandwichs vegan livrés à vélo. C'était ici, je crois. Non, mais moi j'aimerais bien en venir au sujet qui nous concerne. C'est est-ce que vous avez vu des fictions, justement, parlant du réchauffement climatique ou du changement qui vous ont impressionné ou dans laquelle vous êtes un peu identifié, qui vous ont paru vertueuses ou qui vous ont appris quelque chose? À date, non. Il y a une Oui, c'est ça. Non, à une époque, pour ne rien vous cacher, j'avais entamé un très modeste processus de vente pour essayer d'y participer moi-même. Et alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé, je m'étais dit, un truc comme ça, pour que ça marche bien, il faut y mettre les moyens, parce que vous avez quand même un tout petit sujet d'incarnation d'un monde qui n'existe pas, donc ça nécessite nécessairement des gros moyens. Les seuls qui aient des moyens à la mesure, c'est les Américains. Donc ce qu'il faut, ou en tout cas c'est une production internationale. Donc il faut absolument que j'arrive à me mettre dans une production internationale. Et par ailleurs, à l'époque, moi j'étais comme aujourd'hui consultant, sauf qu'à l'époque j'étais indépendant. Et j'avais absolument pas ni la capacité à moi tout seul, ni les moyens économiques de me mettre dans une cave pendant un an, d'essayer d'écrire un truc. Puis en plus, la fiction, c'est pas mon genre. Enfin, c'est pas, voilà, j'avais une idée globale. Et donc, je m'étais dit, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver le moyen d'être payé comme consultant scientifique sur un scénario écrit et où les gens sont payés pour écrire. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul pays qui fait ça, a priori, c'est les États-Unis. Enfin, ou en tout cas, qui à l'époque faisait ça, c'était les États-Unis. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à convaincre un producteur américain de m'embaucher avec d'autres scénaristes pour écrire à plusieurs une histoire. Et moi, le seul truc que je fais là-dedans, c'est casse-bonbon sur les éléments techniques et scientifiques. Le traître, le bon, la méchante et la maîtresse, moi je m'en occupe pas. Ça, c'est l'histoire des gens qui vont écrire l'histoire. Et j'avais contacté, donc je m'étais dit, en France, il y a une personne qui a accès aux scénaristes américains de façon facile. À l'époque, c'était Besson.
Et donc, j'avais regardé si c'était possible d'entrer en contact avec lui. En l'occurrence, ça n'a pas été possible. Et donc, j'ai arrangé mon idée. Voilà, ça a duré. Enfin, j'ai essayé quelques semaines, quoi. Je veux dire, voilà. Et l'idée que j'avais à l'époque, la trame scénaristique que j'avais, c'était de me placer d'entrée de jeu dans un avenir totalement infernal en 2080. Et par flashback successifs. Donc l'avenir en 2080 permettait d'illustrer à l'écran le monde horrible qui était susceptible de nous arriver. Ce que je vous ai raconté là avec des planches, mais vraiment incarné. Et ensuite, par flashback successif, de remonter toutes les étapes des moments où on avait raté les embranchements qui nous auraient permis de l'éviter. C'était ça mon idée voilà, j'avais juste cette idée, ce concept-là, et je m'étais dit, c'est un truc qui peut flotter. Non, mais voilà, et Mais pour que ce truc-là soit vraiment efficace, ça demande d'énormes moyens parce qu'encore une fois, illustrer dans les moindres détails, faut vous faire un Seigneur des Anneaux climatique, quoi. C'est-à-dire illustrer dans les moindres détails le monde horrible qui pourrait nous arriver. C'est pas un docu-chip qui va pouvoir. Et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était du docu-chip, quoi. En gros, c'est machin avec des gens sur le toit d'une maison, une inondation et les pompiers qui arrivent, quoi. Un truc qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté ce soir. Merci beaucoup Jean-Marc. Bon, je suis désolée, on va devoir passer à la table ronde, sinon on n'aurait vraiment pas le temps d'honorer ces sandwichs. Merci beaucoup. Et cette dernière question était une très bonne transition avec la table ronde qui suit. Donc je vais inviter sur scène, pendant que des machines humaines déplacent des chaises, Olivier Norek, Élodie Namer et Maxime Efouillès pour la suite de cette soirée. Merci beaucoup.